Bon, je rappelle la proposition qu'on vient de voir. Soit A non intègre. Alors, A est factoriel. Si et seulement si deux choses. Tout élément irréductible est carrément premier. Dans A, bien sûr. Et deuxièmement, toute suite croissante d'idéaux principaux de A est stationnaire. Donc on a vu la démonstration dans la première partie. Donc il convient d'en tirer quelques conséquences. Comme j'ai déjà évoqué, cette condition 2 est particulièrement vraie si l'anneau est neutérien. Dans un anneau neutérien, toute suite croissante d'idéaux est stationnaire. Donc le corollaire immédiat, c'est que ce soit A un anneau intègre. Alors, si A un anneau intègre neutérien, alors A est factoriel. Si seulement si, tout élément irréductible de A est premier. Tout irréductible de A est premier. Donc ça ne demande pas de démonstration. Hein. Si A n'est rien, tout de suite croissante d'idéaux principaux, tout de suite croissante d'idéaux est stationnaire, donc le 2 est de toute façon vérifié pour un anneau intègre neutérien. Et donc l'anneau en question est factoriel si et seulement si la première condition est satisfaite. Donc un cas particulièrement intéressant, c'est les anneaux principaux. Les anneaux principaux sont neutériens, hein, parce que la neutérianité, ça veut dire que tout idéal est de type fini. Dans un anneau principal, tout idéal est carrément principal, hein, donc c'est certainement de type fini. Donc on peut en déduire le corollaire suivant. Ce n'est pas tout à fait un corollaire, il faut quand même argumenter un petit peu que tout anneau principal est factoriel. Pas vraiment un corollaire, ou quasiment un corollaire, c'est que on n'a qu'à vérifier que tout élément irréductible de l'anneau principal est premier. Donc soit A, un anneau principal, on doit vérifier, donc il suffit carrément de vérifier que tout élément irréductible est premier. Il suffit de vérifier que tout irréductible de A est premier. Parce qu'un anneau principal est par définition intègre, et on a vu qu'un anneau principal, comme tous les idéaux sont principaux, est en particulier neutérien. Donc il suffit de vérifier que tout élément irréductible de A est premier. Donc soit P dans A irréductible. Donc forcément, il est donc non nul et non inversible. Donc il faut vérifier qu'il est premier. Donc on suppose, supposons que P divise un produit AB, avec A et B dans A. On doit démontrer que P divise A ou P divise B.
Alors, supposons que P divise par A. Si P divise A, on a terminé. On peut supposer que P ne divise pas A. On va démontrer que P divise B. Donc on considère à ce moment l'idéal engendré par A et P. Dans A, l'idéal engendré par A et P. Comme A est principal, c'est un idéal principal, donc il est engendré par un élément C. Donc P appartient à l'idéal engendré par C, donc C divise P. Et comme P est irréductible, tout diviseur de P, tout bien associé à P, ou bien est inversible. Comme P est irréductible, C est inversible, ou bien associé à P. Et si C est associé à P, oui, C divise aussi A de toute façon, n'est-ce pas? Parce que A est dans l'idéal engendré par C. Donc C divise A. Et si C est associé à P, P divise A. La divisibilité ne dépend pas de l'élément à un inversible près. Si C est associé à P, donc P est associé à C, C divise A, donc P divise A. C'était exclu. On avait supposé que P ne divise pas A, ce qui était exclu. Du coup, C est inversible. Et donc l'idéal engendré par C, c'est A tout entier. Ce qui veut dire que 1 appartient à cet idéal. Donc il existe. On retrouve Bézout, hein, il existe donc. Il existe donc deux éléments x, y dans A, tels que, c'est quoi l'idéal engendré par A et P? C'est l'ensemble des éléments de la forme xa plus yp. Et si 1 y appartient, ça veut dire que je peux écrire 1 comme xa plus yp. Oui, on a démontré Bézout ici, en quelque sorte. Si vous avez un élément irréductible P qui ne divise pas A, alors P et A sont premiers entre eux dans le sens de Bézout, c'est-à-dire 1 s'écrit comme combinaison linéaire de ces deux. xa plus yp égale 1. Donc on multiplie par B, c'est l'astuce habituelle, on multiplie par B, et on obtient xab plus ypb égale B. Or P divise AB et P divise YPB. Donc P divise aussi la somme et P divise donc B. C'est l'astuce habituelle dans un anneau principal pour montrer qu'un élément irréductible est premier. Voilà, donc ça démontre le corollaire. Et ça, c'est très utile parce que du coup, tous les anneaux dont on sait qu'ils sont principaux, comme Z et K crochet X, grâce à la division euclidienne, hein, ça peut se démontrer facilement, je ne vais pas le refaire, c'est des choses que vous avez vues en licence. Le corollaire, c'est que donc Z et K crochet X sont factoriels. K encore. Parce que c'est des anneaux principaux.
Le but du reste de ce paragraphe, c'est de démontrer, on va démontrer que A crochet X est factoriel si A est factoriel. Donc on va pouvoir itérer, c'est-à-dire à partir d'un anneau factoriel, par exemple Z et K crochet X, on va pouvoir adjoindre d'autres indéterminés et construire des anneaux de polynômes avec un nombre fini arbitraire d'indéterminés à coefficient dans un anneau factoriel, et ils seront tous factoriels. Par exemple, Z crochet XY, Z crochet XYZ, etc. C'est des anneaux factoriels et qui ne sont pas principaux. C'est des anneaux factoriels intéressants. Ça, c'est pas complètement trivial, en fait, de démontrer que A crochet X est factoriel si A l'est. Et notamment, on aura besoin de savoir ce que c'est les irréductibles dans A crochet X. Évidemment, les éléments qui sont irréductibles dans A vont rester irréductibles dans A crochet X. On a besoin de savoir qui c'est qui est irréductible autre que les éléments qui sont dans A. Et pour ça, on aura besoin de quelques notions, dont la plus importante, c'est le contenu d'un polynôme. Donc, soit A, un anneau factoriel, et P, un polynôme A crochet X. Le contenu de P, c'est par définition le PGCD de ses coefficients. Dans A. Donc, explicitement, si P c'est A0 plus A1x plus A2x2, etc. jusqu'à A indice n, x et n, alors le contenu de P, donc notez compte de P, c'est le PGCD de A0 à AN. Bon, tout à l'heure, je partais du principe qu'ils étaient tous non nuls pour définir le PGCD. Là, je regrette un peu. Bon, on peut supprimer les coefficients nuls si vous voulez, mais on peut très bien le laisser aussi parce que ça ne change rien au PGCD, sachant que tout élément de A divise 0. Donc, en fait, la définition du PGCD que je l'ai donnée marchait très bien s'il y avait des éléments 0, parce que dans ce cas-là, on prenait le minimum, rappelons que le PGCD à 0 à AN, dans un anneau factoriel, je peux simplement écrire P puissance minimum d'évaluation p-adique. Si tous les coefficients sont non, si le P est le polynôme non nul, il y a au moins un coefficient non nul, et donc il y a au moins, pour chaque P, ici, il y a au moins une valuation qui est un entier naturel. Donc vous voyez, je n'ai pas d'aberration P puissance infinie. Donc là, si A0, AN n'est pas la suite nulle. Si A0, AN n'est pas la suite nulle, il y en a au moins un A indice I qui est non nul et qui a donc des P-valuations, des valuations P-adiques différentes de l'infini. Si P est le polynôme nul, et donc A0 à AN, c'est la suite nulle, je dis simplement que le contenu de P, c'est 0. C'est la seule chose raisonnable. PGCD de 0 jusqu'à 0, ça doit être 0.
Voilà. Mais bon, ce n'est pas le polynôme nul qui nous intéresse le plus, c'est évidemment. Alors on a le petit lemme assez facile à démontrer. Par exemple, donc toujours, dans la suite, A va être factoriel. Je ne vais pas le répéter. Hein. P, c'est un élément dans A crochet X. Et A, un élément non nul de A. Alors je peux multiplier P par A, par le polynôme constant A, et calculer son contenu. C'est-à-dire que je prends le PGCD de A fois A0 jusqu'à A fois AN. Bien sûr, je peux sortir A. Donc c'est grosso modo A fois le contenu de P. Sauf que ici, vous avez aussi l'inversible de A, tandis que vous ne l'avez pas ici. Donc il faut corriger ici, par exemple, en mettant l'inversible de A ici. Et du coup, ça paraît clair qu'on a cette égalité-là. Ou si vous préférez, contenu AP, de toute façon, c'est un PGCD, donc son inversible est égal à 1. Si vous voulez avoir ici un inversible égal à 1, il faut diviser A par U de A. Donc c'est juste la formule que PGCD de A à 0 jusqu'à A à N, c'est un inversible près A fois le PGCD de A0 à AN. Ce qui se démontre très facilement à partir de la définition du PGCD. Et bien sûr en s'appuyant toujours sur le fait que l'anneau est factoriel. Une conséquence de ça, c'est qu'on peut définir le contenu de P, c'est quasiment le... Comment dire? C'est-à-dire qu'on peut définir le contenu de P même si P n'est pas un coefficient dans A. On peut alors définir, c'est très important, le contenu de P, et ça va être un élément de K, pour P dans K crochet X. Où K, c'est le corps de fraction de A. Comme A est factoriel, A est intègre, et donc je peux considérer son corps de fraction. Si vous voulez fixer des idées, si A est égal à Z, K c'est Q, et si A est K crochet X, bon, K crochet X c'est malheureux ici. Si A est un anneau de polynôme en U variable, le corps K c'est le corps des fractions rationnelles en U variable. Je considère bien sûr A crochet X comme sous-anneau de K crochet X. En fait, les irréductibles de A crochet X, il va y avoir les irréductibles de A, et en quelque sorte, il va y avoir certains irréductibles de K crochet X qui ont coefficient dans A. C'est ça ce qu'on va démontrer. Ça, c'est utile si jamais on veut faire une décomposition en irréductible. C'est utile de savoir qui c'est qui est irréductible. Donc si vous voulez que ce soit un peu moins abstrait, vous pensez à A égale Z, et ici vous avez Z crochet X dans Q crochet X. Donc l'anneau des polynômes en X à coefficient entier, qui n'est pas un anneau principal, dans l'anneau principal Q crochet X. Dont on sait qu'il est factoriel, hein, c'est quelque chose qu'on va utiliser après. Mais on va définir le contenu de P pour P, un polynôme qui n'a pas forcément de coefficient dans A. Comment on va faire? Mais soit A dans A non nul, je peux chasser le dénominateur dans P. Je peux toujours trouver un A non nul tel que A fois P est dans A crochet X. Je peux chasser le dénominateur dans P. Et je ne fais même pas un effort de faire ça de manière minimale. Ça va être utile plus tard. On définit alors
le contenu de P comme étant, en utilisant cette formule-là, du coup, je peux écrire le contenu de AP divisé par A. Je corrige d'abord le défaut de P, c'est-à-dire il a des fractions comme coefficient, mais je peux multiplier P par un élément petit a non nul de A pour que AP soit un coefficient dans A. Je peux prendre son contenu, hein, et après, je divise par A. Je remultiplie par l'inversible. Ici, en fait, justement, ça c'est un élément de A qui a un inversible égal à 1. C'est ça ce que je fais. Vous voyez ? C'est ce qu'il faudrait pour que le contenu soit quand même quelque chose avec un inversible égal à 1. En tout cas, c'est un élément de K, n'est-ce pas? C'est une fraction. Ici, j'ai un élément de A. Là, j'ai un élément de A non nul. Donc, c'est une fraction. C'est une fraction d'un K. Il faut vérifier que ça ne dépend pas du A choisi. Cela ne dépend pas de A dans A étoile tel que AP dans A crochet X. Ça, c'est justement le lemme. Parce que si je multiplie par B encore, par exemple, en effet, si B est dans A étoile, tel que BP est dans AX, il faut que je passe de A à B. Je fais ça en passant par ABP. A fois B fois P. On a, je vais écrire le second membre là, U de A. Je vais tout de suite faire pour AB. On a, parce que A fois B fois P aussi est un coefficient dans A. Donc j'ai UAB contenu ABP sur AB. Je peux faire deux choses. Je peux sortir A ou je peux sortir B du contenu là. De toute façon, UAB c'est U de A, U de B. Là j'ai A, B. Et là, vous voyez, j'ai B fois un polynôme à coefficient dans A. Parce que AP est un polynôme à coefficient dans A. Donc je peux appliquer le lemme au polynôme AP. Vous voyez? Faisons d'abord j'applique le lemme au polynôme BP plutôt. Ça va être plus simple parce qu'ici j'ai déjà un A. J'applique le lemme au polynôme BP. Vous voyez, je remplace ici P par BP, qui est un polynôme dans A crochet X. Donc le contenu de A fois BP, le contenu de A fois BP, c'est A fois contenu de BP sur U de A. Et vous voyez, ça se simplifie. Et ce qui reste, c'est U de B sur B contenu BP. C'est ce que j'ai ici si je remplace A par B. D'accord? J'applique le lemme ici. C'est le lemme avec BP au lieu de P. Je ne peux pas l'appliquer à P parce que P est un coefficient dans K. Mais je peux l'appliquer à BP parce que BP est un coefficient dans A. Et bien sûr, c'est symétrique. Je peux faire inversement, appliquer le lemme. Lemme appliqué à AP. Avec petit a remplacé par b. Et j'obtiens, pareil, c'est symétrique, j'obtiens un u de a sur a fois contenu de AP. Et donc le second membre ne dépend pas du choix de A.
Bon, c'est un peu abstrait peut-être. Faisons un exemple. A égale Z. Donc K, c'est Q. Je prends P égale, je sais pas, 1 demi X plus 1 tiers. Je prends A égale 6, évidemment, on est tenté de prendre A égale 6. Okay. 6 fois P, c'est 3X plus 2, qui est un coefficient dans Z crochet X. P est un coefficient dans Q crochet X. Là, le contenu de 6P, c'est par définition le PGCD de ces coefficients. C'est le PGCD de 3 et 2. C'est 1. Son contenu est égal à 1. Quel est le contenu de P? Quel est le contenu de P? Mais je vais multiplier. Je vais multiplier par 6 et je vais diviser par 6. Mais ici, je vais toujours avoir un truc normalisé, c'est-à-dire l'inversible, en quelque sorte, va être égal à 1. Donc ici, je multiplie, je divise dans le dénominateur par l'inversible, c'est-à-dire je multiplie le numérateur par l'inversible de 6. Et comme toujours, l'inversible, ça va être le signe de 6, parce que je prends le nombre premier positif, bien sûr. Donc vous voyez, contenu de 6 fois P, contenu de 6 fois P, c'est 1. Donc je trouve que le contenu, c'est un sixième. Si vous préférez, c'est peut-être plus simple de le dire comme ça. On peut aussi dire que c'est le PGCD des fractions. Ou faire ça différemment. Autrement, on peut aussi définir le PGCD dans K pour, c'est un PGCD un peu bizarre, pour A0, AN des fractions d'un K. Parce que les fractions, évidemment, je peux les écrire de manière unique. Comment faire? Chaque AI s'écrit de manière unique comme un inversible de A que multiplie un produit de P, E indice P, avec E indice P maintenant dans Z, presque tous nuls. Un élément de K s'écrit comme ça. Pensons au nombre rationnel. Un nombre rationnel peut s'écrire non nul. Je prends ici le AI non nul pour simplifier. Un nombre rationnel non nul peut s'écrire comme un produit, déjà il y a le signe plus ou moins 1, que multiplie un produit de nombres premiers à la puissance un entier relatif. Selon le nombre premier divise le numérateur ou le dénominateur dans une représentation irréductible de la fraction. C'est exactement ce que c'est ici. Et du coup, on peut définir le PGCD A0, AN comme avant, comme le produit donc on appelle ça encore la valuation périodique de AI en P. Et je peux donc définir le PGCD, je peux étendre cette définition comme le produit P puissance minimum d'évaluation périodique des fractions rationnelles dans K. Et ça colle parce que c'est quoi le PGCD? Vous voyez ici, il faut donc que je calcule le PGCD de 2 puissance moins 1 et 3 puissance moins 1. Donc je le produit sur tous les nombres premiers où je prends le minimum d'évaluation périodique. Ici, la valuation périodique, c'est moins 1. Là, 2 zadiques. Là, la valuation de 2 zadiques, c'est 0. Le minimum, c'est moins 1. Là, la valuation de 3 zadiques, c'est 0. Là, la valuation de 3 zadiques, c'est moins 1. Le minimum, c'est moins 1. Et pour tous les autres P, les valuations périodiques sont 0. Donc, vous voyez, j'ai ce nombre-là. Donc, ça me donne bien un sixième. Donc, on peut aussi le voir comme ça. Vous voyez. Donc, avec cette définition-là, le
contenu de P est à nouveau le PGCD de A0 à N dans K, si P est dans K crochet X. Évidemment, écrit sous la forme A0 plus A1X plus A indice N, X puissance N. Pourquoi je ne le fais pas comme ça? Parce qu'en fait, K aussi est un anneau factoriel et le nœud PGCD a déjà un sens là-dedans, vous voyez. Là, c'est pas le PG. Un corps est un anneau factoriel, un corps est un anneau principal, donc factoriel. Malheureusement, il n'a aucun irréductible. Hein. Donc la décomposition irréductible, c'est trivial. C'est que si vous avez un élément non nul, c'est quoi sa décomposition en irréductible? C'est juste l'élément comme inversible que multiplie P puissance 0 pour tout irréductible P. Il n'y en a pas d'irréductible P. Le produit ici, c'est un produit vide. Donc le corps aussi est un anneau factoriel, et donc il y a déjà une notion de PGCD qui ne correspond pas à cette notion de PGCD-là, bien sûr. En quelque sorte, c'est le PGCD qui provient de A. Il faudrait peut-être le dire. Ce n'est pas le PGCD sur K en tant que corps. Bon, peu importe, en tout cas, on a cette notion de continu d'un polynôme à coefficient fractionnaire. Les coefficients sont des fractions. Et ce continu est très intéressant. Par exemple, on a le lemme suivant. Donc A factoriel, précisons-le, et K son corps de fraction, et P dans K crochet X. Alors, P dans A crochet X, si et seulement si son contenu appartient à A. Il suffit de regarder le contenu d'un polynôme pour savoir s'il appartient, si tous ces coefficients sont entiers en quelque sorte, sont dans A ou pas. Ça, c'est surprenant. Moi, je trouve ça assez surprenant. Pour l'implication directe est triviale, bien sûr. L'implication directe est triviale. Si P dans A crochet X, son contenu, oui, peu importe si je prends son contenu comme P dans K crochet X ou comme P dans A crochet X, le contenu est le même, c'est ce que je viens de démontrer, que ça ne dépend pas de l'élément A qu'on avait choisi. Je prends A égale 1. Peu importe, si P est dans A crochet X, son contenu est dans A. Donc ça, c'est trivial. C'est l'autre qui est moins trivial, donc supposons que le contenu de P est dans A. Donc P ici s'écrit comme A0 plus A1x, comme toujours, plus AN x puissance n, où les AI sont des fractions. Mais ils sont tels que le contenu, leur PGCD, dans le sens précédent, le PGCD de ces fractions, c'est un élément de A. Donc, qu'est-ce que c'est que le contenu de P? Le contenu de P ici, c'est le contenu de P pris comme P comme polynôme à coefficient dans K. Donc, je dois prendre A non nul tel que A fois P dans A crochet X pour savoir ce que c'est le contenu de P. Et on écrit A fois P, on peut donc l'écrire comme B0 plus B1x plus Bn is n, x puissance n, où les BI sont dans A. Maintenant, je chassais le dénominateur. Hein. En fait, j'ai juste écrit un dénominateur pour tout le monde. A0, c'est B0 divisé par A. A1, c'est B1 divisé par A, etc. AN, c'est Bn sur A. Donc AI, c'est BI divisé par A, donc A.
juste histoire de dire que je prends un dénominateur commun pour tout le monde. Alors, qu'est-ce que c'est que le contenu de P? On a vu la définition. Le contenu de P, par définition, le contenu de P, c'est donc contenu de AP, où je redivise par A et je multiplie par l'inversible de A. C'est quoi le contenu? Le contenu de AP. Le contenu de AP, c'est le PGCD des BI. Parce que AP, c'est un polynôme, un coefficient dans A crochet X. Donc, et l'hypothèse, c'est que c'est un élément de A. Mais ça veut dire que A divise le PGCD de B0 Bn. Dans A. N'est-ce pas? Parce que U de A est inversible, donc on s'en fiche. Ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est que ça, c'est donc un élément de A. Si tout se produit un élément de A, cette fraction-là est un élément de A. Et donc ça veut dire que A divise le PGCD de B0 Bn. Bon, c'est un petit truc à vérifier que dans un anneau intègre, si une fraction dans le corps de fraction de A est en fait un élément de A, ça veut dire que le dénominateur divise le numérateur. C'est très facile. Donc A divise PGCD et donc A divise BI pour tout I. Et si A divise BI pour tout I, vous voyez, BI sur A est un élément de A et donc les AI sont dans A. Et du coup, P est dans A crochet X. Ça, c'est un lemme utile. Si vous avez un polynôme P dans Q crochet X, par exemple, si vous avez un polynôme P dans Q crochet X dont le contenu est un entier, alors tous ces coefficients sont entiers. Je pourrais faire des exemples, mais ça ne va pas être intéressant parce que du coup, on voit tout de suite que ces coefficients sont entiers. Donc, on a vu un exemple tout à l'heure, on avait un polynôme, un coefficient rationnel dont le contenu est égal à 1/6. Effectivement, ces coefficients n'étaient pas tous des entiers relatifs. Le plus surprenant dans l'histoire, c'est le lemme, ce qu'on appelle le lemme de Gauss. Encore un lemme de Gauss. Le lemme de Gauss, dans l'histoire, dit que le contenu est multiplicatif. Donc soit A toujours factoriel, K son corps de fraction, et soit P et Q deux polynômes dans K crochet X. Alors le contenu de PQ est égal au contenu de P que multiplie le contenu de Q. C'est loin d'être trivial. Vous voyez, le coefficient dans PQ, vous vous souvenez, c'est un truc compliqué. Le coefficient dans le produit PQ, c'est un truc compliqué. Le coefficient CK de x puissance k est obtenu en multipliant de AI et de BJ, en faisant I plus J égale K, la somme sur I plus J égale K, etc. Vous prenez le PGCD de ces machins-là, et vous dites que le contenu de PGCD de ces sommes de produits de coefficients de P et Q est égal au produit de PGCD de coefficients de P que multiplie le PGCD de coefficients de Q. C'est un lemme vraiment très surprenant. Crucial dans l'histoire. En fait, il suffit, en chassant le dénominateur, vous voyez, il suffit
il suffit de vérifier ça pour P et Q dans A crochet X. De montrer cette égalité lorsque P et Q sont dans A crochet X. Vous faites ça facilement, vous prenez petit a tel que A fois P dans A crochet X, petit b tel que B fois Q est dans A crochet X, et vous écrivez ce que c'est le contenu de PQ en utilisant ce petit a et petit b. Ça sort tout seul. Et donc ça veut dire qu'on peut se ramener au cas où P et Q sont dans A crochet X. Après, je peux même supposer que P et Q ont un contenu égal 1. On peut écrire, bien sûr, le contenu de P, c'est donc un élément de A, divise tous les coefficients de P. Tous les coefficients de P. Donc, c'est-à-dire qu'il existe P' dans A crochet X, tel que le contenu de P fois P' est égal à P. Sauf qu'il y a toujours cette histoire à un inversible près. Ça, on s'en fiche, évidemment, ça ne change rien ici, les inversibles. Est-ce que je dis des bêtises? Non, ça c'est vrai, vraiment, c'est vraiment... Je ne dis pas que P' est unitaire ou un truc comme ça. Non, bon. Non. Attends, je reprends. Le contenu de P, c'est PGCD des coefficients de P. Donc je peux diviser tous les coefficients de P par ce contenu. Ça me donne des coefficients P'. Évidemment, un contenu de P fois P' est égal à P. Et du coup, c'est quoi le contenu de P'? Oui, le contenu de P' est égal à 1. Le coefficient de P' devient premier entre eux. Ça se montre facilement en utilisant un petit lemme précédent qui dit que le contenu de A fois P, c'est grosso modo A fois le contenu de P, à l'inversible de A près. Donc là, vous utilisez ça ici et on a un contenu de P' égale 1. Et de même pour Q'. De même pour Q, on a Q' fois le contenu de Q. On peut écrire Q comme un polynôme Q' de contenu 1, c'est-à-dire que Q égale Q' fois le contenu de Q, avec Q' dans A crochet X, et avec Q' dans A crochet X, et le contenu égale 1. Je suis juste en train de dire que je peux diviser tous les coefficients par le PGCD et ça me donne un polynôme de contenu 1. Et maintenant, il suffit, parce que qu'est-ce que c'est que le contenu? Oui, du coup, le contenu de PQ, c'est le... Il suffit donc maintenant que le contenu de P'Q' est égal à 1 aussi. Autrement dit, je dis qu'il suffit de démontrer cet énoncé-là quand P et Q sont de contenu 1. Bon, je ne vais peut-être pas rentrer dans le détail, je ne les ai pas écrits ici et je ne suis pas sûr de pouvoir expliquer ça maintenant très clairement. Ça, c'est un exercice, de dire qu'on peut se ramener au cas où P et Q sont, sont de contenu 1. Autrement dit, on se ramène au cas où P et Q sont de contenu 1. Et P et Q toujours dans A crochet X. Et forcément, si leur contenu est 1, ils sont dans A crochet X.
Voilà, donc c'est là l'essentiel. Donc on montre que dans ce cas, le contenu de PQ égale 1. Donc si P et Q ont contenu égal 1, si le PGCD de leur coefficient vaut 1, alors le PGCD du produit vaut 1. C'est là où c'est surprenant. Comment on démontre que le PGCD du produit, des coefficients du produit est égal à 1? Je vais démontrer qu'aucun irréductible divise le contenu de PQ. Donc soit P dans A irréductible. On montre que P ne divise pas le contenu de PQ. Si vous avez un élément de A qui n'est divisible par aucun irréductible, ça veut dire qu'il est inversible. Et comme c'est le contenu, il est égal à 1. L'argument est intéressant, c'est qu'on sait que P ne divise pas le contenu de P, car il est égal à 1. Un irréductible ne divise pas 1, il sera inversible alors. Et P ne divise pas le contenu de Q, qui est égal à 1 aussi. Donc ça veut dire qu'il existe des coefficients dans P non divisibles par P, et il y a des coefficients dans Q non divisibles par P. Et je vais prendre le premier. Donc j'écris P comme A0 plus A1x dans cet ordre-là, et Q B0 plus B1x plus Bm x puissance m. Donc les AI sont dans A, et les BI sont dans A. Et comme P ne divise pas tous les coefficients, il existe I0 oui, entre 1 et n, tel que P ne divise pas AI0. Et il existe J0 tel que P ne divise pas B indice J0. Il y a forcément un coefficient qui n'est pas divisible par P. Et je peux prendre I0 minimal et J0 minimal. Prendre I0 et J0 minimal. C'est-à-dire, P divise A indice I pour tout I strictement inférieur à I0, et P divise BI, ou BJ peut-être, pour tout J strictement inférieur à J0. Donc P divise tous les coefficients ici, et le premier qui ne divise pas, c'est A indice I0. Maintenant, je regarde le coefficient, donc je peux être K0, I0 plus J0. Je regarde, donc pour le produit PQ, le C0 plus C1x plus C, je sais pas, L, x puissance L, ou le CK, je rappelle, c'est la somme I plus J égale K à I BJ. Et je vais regarder le coefficient C indice K0. C indice K0, vous commencez peut-être avec A0, B indice K0, plus A indice I0, moins 1, B indice J0, plus 1. Ensuite, j'ai A indice I0, B indice J0, hein, parce que I0 plus J0,
est égal à K0. Donc ça apparaît ici, vous voyez. Et le dernier, c'est A indice K0, B indice 0. Maintenant, tous ces éléments-là sont divisibles par P. Car ici, vous avez le AI, le coefficient AI avec I strictement inférieur à I0. Donc, vous voyez, ces coefficients-là sont divisibles par P. Donc ici, c'est le premier facteur ici, à chaque fois qui est divisible par P. Ici, le B0 jusqu'à B indice J0 moins 1 est divisible par P. Donc ici, c'est le deuxième facteur qui sont divisibles par P. Et donc aussi la somme de ces expressions divisibles par P. Donc tout le monde est divisible par P, sauf celui-là. Parce que P est irréductible, et il ne divise ni celui-là ni celui-là. Et comme il est premier, il ne peut pas diviser le produit. Parce que s'il divisait le produit, il diviserait le produit. S'il divisait le produit, il diviserait l'un des deux facteurs. Donc P ne divise pas ce terme-ci. Et donc P ne divise pas la somme. Parce que si P divisait la somme, comme il divise tous les autres termes, il diviserait aussi ce terme-là. D'où P ne divise pas CNSK0. Et donc, j'ai trouvé un coefficient du produit qui n'est pas divisible par P. Et donc, P ne divise pas le contenu de PQ. Oui, c'est un argument intéressant. On en déduit un corollaire de divisibilité entre deux polynômes de A crochet X qui est intéressant et qui va être utile. Donc soit A toujours factoriel, K son corps de fraction, et P et Q deux éléments, deux polynômes dans A crochet X. Alors, Q divise P dans A crochet X, c'est seulement si Q divise P dans K crochet X et le contenu de Q divise le contenu de P dans A. Vous avez des questions? Ah bon, je ne savais pas. Comment? La conclusion du P ne divise pas 6 fois K0. Oui, exactement. Parce que P ici, donc on a démontré qu'il y a un coefficient K0, à savoir c'est I0 plus J0, c'est le coefficient de x puissance K0, qui n'est pas divisible par P. Et donc il y a un coefficient parmi tous les coefficients de P et Q qui n'est pas divisible par P, et donc P ne divise pas le PGCD. Parce que si P divise le PGCD, il doit diviser tous les coefficients. Donc si j'ai un élément de nano factoriel qui n'est divisible par aucun élément irréductible, il est inversible. Parce que du coup, vous voyez, dans son écriture comme un inversible que multiplie le produit de P, EP, ici tous les EP sont 0, parce que sinon il serait divisible par P. Ils sont tous 0, donc ici vous avez 1, et donc ça veut dire que l'élément est inversible. Donc le contenu est inversible. Mais le contenu, c'est un élément normalisé, c'est un produit d'irréductible. Donc son inversible est égal à 1. Donc ça veut dire qu'il est égal à 1. Ce corollaire-là est très intéressant parce que ça nous ramène, oui, si je veux savoir si dans un
accrocher x avec a factoriel, le polynôme p et q, donc q divise p, il faut bien se rendre compte, dans accrocher x, on n'a pas la division euclidienne, n'est-ce pas? Accrocher a n'est pas forcément corps. Accrocher x, moi je peux diviser par un polynôme unitaire, hein, et obtenir un reste, etc. Mais si q n'est pas unitaire, je n'ai pas une division euclidienne de p par q. Hein. Donc ce n'est pas si facile que ça de savoir si q divise p. Ce corollaire me dit, si c'est facile, parce que pour que q divise p, il suffit que q divise p, donc accrocher x. Là, c'est un anneau euclidien, je peux faire la division euclidienne, et ça se vérifie très simplement. Et que compte tenu de q, donc il faut, quitte à calculer donc PGCD des coefficients de q et de p, il faut que le contenu de q divise le contenu de p dans a. Donc normalement, c'est plus facile parce que l'anneau a est plus facile d'accès que l'anneau accroché x. Donc vous voyez, ce lemme, ce corollaire, pour la divisibilité, nous ramène à des anneaux plus simples. Voilà, la démonstration, c'est clair, parce que peut-être il faut quand même dire quelques mots. Évidemment, l'implication directe, c'est clair, parce que si QR est égal à P, avec R dans accroché X, on a bien sûr QR égale P dans K crochet X, donc Q divise P dans K crochet X. Et je prends le contenu. Et le contenu de QR, on vient de dire que le contenu du produit, c'est le contenu de Q fois le contenu de R. Donc dans A, j'ai cette écriture-là. C'est-à-dire, le contenu de Q divise le contenu de P. Donc l'implication directe est facile. Une fois établi le lemme de Gauss, bien entendu. L'implication réciproque, je sais déjà que Q divise P dans K crochet X, donc Q fois R est égal à P, avec R dans K crochet X a priori. Je peux diviser P par Q, et le quotient, c'est un polynôme, un coefficient fractionnaire. Je prends le contenu de QR, c'est le contenu de P, mais c'est aussi le contenu de Q fois le contenu de R. Ça, c'est une égalité dans K. Parce que, malheureusement, R est un polynôme de K crochet X. Bien que contenu de P et contenu de Q soient des éléments de A, contenu de R, a priori, est un élément de K. Or, le contenu de Q divise le contenu de P. Dans A. Ce qui veut dire que le quotient est un élément de A. Et ça, c'est le contenu de R. Donc le contenu de R est dans A. Et là, on a vu un lemme que si vous avez un polynôme à un coefficient rationnel dont le contenu est dans A, alors il appartient à A. À crochet X. C'est assez impressionnant hein, comme raisonnement. Hein, ça se goupille bien. Alors, donc, ça démontre bien ça. Alors, à partir de là, il est plus difficile de déterminer qui sont les irréductibles dans A crochet X. Hein. Le plus frappant, c'est ça. Si P est irréductible dans A crochet X, le P est irréductible dans K crochet X. Donc A toujours factoriel.
K, son corps de fraction. Soit P dans A crochet X. S'il est constant, je sais quand est-ce qu'il est irréductible. C'est quand il est irréductible comme élément de A. Hein, donc je prends de degrés positifs, de degrés strictement supérieurs égal à 1. Non, de degrés strict. Oui, de degrés supérieurs égal à 1. Alors si P est irréductible dans A crochet X, si P dans A crochet X est irréductible, alors P dans K crochet X est irréductible. Qui est pas trivial parce que K crochet X c'est un anneau plus grand. C'est un anneau qui contient A crochet X comme sous-anneau. Si vous agrandissez un anneau, il y a de fortes chances que les éléments irréductibles deviennent réductibles. N'est-ce pas? D'une part, il peut devenir inversible. Bon, là, ce n'est pas le cas parce que son degré est supérieur ou égal à 1. D'autre part, voilà, il peut peut-être se décomposer qu'on produit de deux polynômes dans K crochet X qui ne sont pas coefficients dans A. Vous voyez? La proposition dit que si vous pouvez décomposer, si P est réductible dans K crochet X, alors il était déjà dans A crochet X. Autrement dit, on peut chasser le dénominateur. C'est exactement ce qu'on va faire. Bon, là, la démonstration, c'est pas ce que j'avais. On peut le faire comme ça. On peut en fait chasser le dénominateur. Mais bon, je vais peut-être suivre la démonstration que j'ai ici sous les yeux. On va démontrer directement que P est irréductible en prenant un diviseur Q de P, donc soit Q, donc K crochet X, un diviseur de P. Un diviseur de P dans K crochet X. Je vais démontrer que P est irréductible, donc je démontre que tout diviseur est soit inversible, soit associé à P. Évidemment, je peux supposer, parce que ça ne change rien dans la divisibilité de K crochet X, je peux multiplier Q par un scalaire non nul, et ça restera un diviseur de P. Donc en multipliant, en chassant d'abord le dénominateur et après en faisant en sorte que le PGCD des coefficients vaut 1 après, on peut supposer que Q est de contenu 1. Donc Q est dans A crochet X. On a vu qu'un polynôme dans K crochet X de contenu dans A est dans A crochet X. Et ici, le contenu est égal à 1, et ça appartient à A, bien sûr. Donc d'après le corollaire précédent, on a donc on a le contenu de Q, comme le contenu de Q égale 1 divise le contenu de P, parce que le contenu de P c'est n'importe quel élément de A, et Q divise P dans K crochet X. Le corollaire précédent dit que Q divise P dans A crochet X. Or, P est irréductible dans A crochet X. Ça implique que deux choses. Une, Q est inversible dans A crochet X, ou Q est associé à P dans A crochet X.
qui sont les inversibles dans A crochet X? Ça, c'est les polynômes constants. Et même plus, il faut que ce soit un polynôme constant inversible dans A. Les inversibles de A crochet X, c'est les inversibles de A. Donc si Q est inversible dans A crochet X, Q est un polynôme constant dans A crochet X, et donc Q est aussi inversible dans K crochet X. Parce que c'est un polynôme constant non nul. Et si Q est associé à P dans A crochet X, pareil, comme les inversibles de A crochet X sont aussi inversibles de K crochet X, Q associé à P dans A crochet X implique Q associé à P dans K crochet X. Car les inversibles de A sont contenus dans les inversibles de A crochet X sont contenus dans les inversibles de K crochet X. Voilà. Alors le réciproque, quand est-ce qu'un polynôme P dans A crochet X, quand est-ce qu'il est irréductible dans A crochet X sous la condition d'être irréductible dans K crochet X? C'est donc plus facile. Il y a un cas où il faut faire attention, c'est que donc, pour l'inverse, c'est plus facile. Disons un exemple. Le polynôme 2x2 moins 4 dans Q crochet X, bien sûr, est irréductible. C'est un polynôme à coefficient entier, mais il n'est pas irréductible comme polynôme à coefficient entier. Parce que c'est 2 fois x2 moins 2. Oui, et ni 2 ni x2 moins 2 sont inversibles dans Z crochet X. Parce que les polynômes dans Z crochet X inversibles, il n'y a que les polynômes constants plus ou moins 1. Les inversibles A crochet X, déjà, c'est les inversibles de A. Donc les inversibles de Z crochet X, c'est les inversibles de Z. Et les inversibles de Z, c'est plus ou moins 1. Donc, 2x2 moins 4 n'est pas irréductible dans Z crochet X. Mais pour des raisons un peu bêtes. Parce que dit la proposition suivante, c'est que si vous prenez le contenu 1, toujours A factoriel, etc., soit P dans A crochet X de contenu 1, alors si P dans K crochet X est irréductible, alors P dans A crochet X est irréductible. Parce que la seule raison qui peut empêcher pour P d'être irréductible, c'est cette histoire-là. Ça se démontre très facilement, plutôt par contraposé. Supposez que P est réductible dans A crochet X. Vous voyez, comme P est irréductible dans K crochet X, l'un des deux facteurs doit être un polynôme constant. Et donc dans A. Et donc divise dans A le contenu de P. Et c'est donc un inversible dans A. Donc ça, je vous laisse ça comme exercice. Voilà, on est prêt pour démontrer. Ça, c'est quand même important, parce qu'on a donc déterminé les irréductibles de A crochet X, vous voyez. Les irréductibles, peut-être qu'il faut dire ça comme corollaire. Les irréductibles
accroché X. C'est important de savoir si vous voulez concrètement factoriser un polynôme dans accroché X. Les irréductibles accrochés X sont les irréductibles de A et les polynômes irréductibles, les polynômes de accroché X de contenu 1 qui sont irréductibles dans K crochet X. Voilà, donc ça c'est les irréductibles. Oui, on ne peut plus, par exemple, prendre uniquement les polynômes unitaires dans un crochet X. Par exemple, 2x moins 1, exemple irréductible dans Z crochet X sont, vous avez donc le nombre premier, vous avez donc des polynômes dans un crochet X de contenu 1. Donc évidemment, vous avez les polynômes x, x déjà, x moins 1, x moins 2, etc., mais x plus 1, etc., tous les polynômes de degré 1 unitaire. Mais vous avez aussi des polynômes comme ça. Vous avez aussi 2x moins 1, ou je sais pas, 6x plus 1, ou 2x moins 3. Et ils ne sont pas associés à des polynômes précédents. Oui, vous avez tout un tas de polynômes de la forme ax moins b, avec a et b de PGCD 1. Ou x plus b, peu importe. Après, vous avez des polynômes de degré supérieur. Vous avez donc x2 plus 1, vous savez qu'il est irréductible dans Q crochet x, il est aussi de contenu 1, hein, il a quotient dans z, donc il est irréductible, etc. Hein. Donc, ce corollaire permet, pour ce qui est de la détermination des irréductibles, de se ramener aux irréductibles de A et de K crochet X. Je le dis parce que, évidemment, ce serait bien de faire des exercices, de décomposer en facteurs irréductibles des polynômes dans Z crochet X, par exemple. Alors, il faut savoir qui c'est qui est irréductible et comment déterminer quand est-ce qu'un polynôme est irréductible. Voilà, donc pour finir le théorème de ce paragraphe, A factoriel, alors A crochet X. A crochet X est factoriel. Et on va le faire en utilisant la proposition avec laquelle on a terminé la séance précédente ou avec laquelle on a commencé cette séance-ci. C'est-à-dire on démontre que on montre les deux choses, que tout élément irréductible de un crochet X est premier, et deuxièmement, que toute suite croissante d'idéaux de un crochet X est stationnaire. Donc, soit P dans un crochet X irréductible. Je prends un élément irréductible dans l'anneau A crochet X et on va démontrer qu'il est premier.
accroché X. Donc je suppose P divise F fois G, où F et G sont deux éléments de accroché X. Alors, comme je viens de dire, les irréductibles accrochés X, il y a deux sortes. Il y a les polynômes constants, et donc des éléments c'est donc des éléments irréductibles dans A, et il y a des polynômes non constants. Donc on va faire deux cas. Degré de P égale 0, et degré de P non nul. Si degré de P est 0, P c'est donc une écriture un peu bizarre pour un élément de A. C'est juste un élément de A. Et s'il divise le produit, d'après le lemme de Gauss, il divise donc, P divisant le produit. P est un élément de A qui divise le produit, ça veut dire que P divise le contenu de Fg. Mais le contenu de Fg, c'est le contenu de F que multiplie le contenu de G. Et comme P est P est irréductible dans A, il est premier dans A. Car A factoriel, P divise le contenu de F, ou P divise le contenu de G. Et du coup, P divise F, ou P divise G, étant donné que c'est juste un coefficient de A. Vous voyez, le degré de P égale 0, le cas de degré de P égale 0, c'est facile. Si le degré de P est strictement supérieur à 0, alors on vient de voir que dans ce cas-là, P est irréductible dans K crochet X. Si vous avez un polynôme P de degré au moins 1 qui est irréductible dans A crochet X, forcément, il est irréductible dans K crochet X. C'est ce qu'on vient de démontrer tout à l'heure. Ce n'était pas l'énoncé précédent, mais celui d'avant. P est irréductible dans K crochet X. Donc, s'il divise F et K crochet X est factoriel. Donc, il est premier dans K crochet X. Et comme il divise le produit F fois G, cette division, c'est dans A crochet X, bien sûr. Hein. P divise F fois G dans A crochet X. Je veux démontrer que P est premier dans A crochet X. Donc je suppose que P divise F fois G dans A crochet X. Mais si P divise F fois G dans A crochet X, il divise aussi F fois G dans K crochet X. Et donc P divise F ou P divise G dans K crochet X. Mais son contenu est égal à 1. C'est l'exemple précédent. Si vous avez P dans A crochet X de degré non nul qui est irréductible, son contenu est forcément différent de 1. Parce que sinon, vous auriez une décomposition non triviale. C'est ce qu'on vient de voir. Comme le contenu de P est égal à 1, et divise donc le contenu de F, mais aussi le contenu de G, vous avez P divise F ou P divise G dans A crochet X. Voilà, et donc ça démontre que P est bien premier. Cela montre que P est premier. Donc on a fait la première condition. Et pour finir, on va vérifier la deuxième condition. Et je prends donc une suite croissante d'idéaux principaux de A.
soit en P0, en P1, en P2, c'est plus forcément des polynômes irréductibles, bien sûr, hein, c'est juste des polynômes, une suite croissante d'idéaux principaux dans A crochet X. Donc en particulier, les PI, les PI sont dans A crochet X. C'est juste des polynômes, ce n'est pas forcément des polynômes irréductibles, c'est juste des polynômes. Mais on a cette inclusion-là et on montre que cette suite est stationnaire. Bon, on peut en déduire deux suites croissantes, une dans A crochet X et une autre dans P crochet X. Dans K crochet X, on en déduit deux suites croissantes d'idéaux principaux. Je peux prendre le contenu des PI. Et les idéaux engendrés par ces contenus. Ça, c'est dans A. Et je prends les idéaux engendrés dans K crochet X. Il faut peut-être mettre K crochet X en indice ici pour indiquer que je prends les idéaux engendrés dans K crochet X. Tandis que là, c'était des idéaux dans A. La deuxième suite est immédiate, bien sûr, parce que ici, ça veut dire que P1 divise P0 dans A crochet X. Et donc, en particulier, P1 divise P0 dans K crochet X. Ça, c'est clair. Là, pour le contenu, on utilise le fait que si un polynôme P1 divise un polynôme P0 dans A crochet X, alors le contenu de P1 divise le contenu de P0, quelque chose qu'on a vu. Et donc, ça donne contenu de P1. L'idéal engendré par le contenu de P1 contient l'idéal engendré par le contenu de P0, et ainsi de suite. Mais comme A est factoriel, par hypothèse, et K crochet X est factoriel, car K est un corps, ces deux suites sont stationnaires. Parce que c'est comme ça dans un anneau factoriel. Dans un anneau factoriel, une suite croissante d'idéaux principaux est stationnaire. Or, les anneaux A et K crochet X sont factoriels. Les deux suites sont donc stationnaires. Et comme ces deux suites, je peux donc trouver un rang à partir duquel tous les deux, elles sont stationnaires. Donc soit n dans n, le rang à partir duquel toutes les deux suites sont stationnaires, tel que l'idéal engendré par Pn plus K dans K crochet X est égal à l'idéal engendré par Pn dans K crochet X, et l'idéal engendré par le contenu de Pn dis n plus K dans A. Ah, ici, c'était un A crochet X, hein, excusez-moi. Ça, c'est des idéaux engendrés dans A. L'idéal engendré par le contenu dans A est égal à l'idéal engendré par le contenu de P indice n dans A. Quel que soit K dans n. D'accord? Je suis juste en train d'écrire que les deux suites sont stationnaires à partir d'un rang commun.
Alors on montre que la suite du départ est stationnaire à partir de ce rang. On montre que Pn plus K engendre un idéal dans A crochet X égal à, qui est égal à l'idéal engendré par Pn dans A crochet X. Déjà, cette inclusion-là, elle est évidente. C'est dès le départ que c'est une suite croissante. Donc cette inclusion-là est évidente. On montre l'autre inclusion. Donc soit Q. Je montre l'autre inclusion. Donc soit Q un élément de l'idéal engendré par Pn plus K dans A crochet X. Donc Pn, ça veut dire que Pn plus K divise Q dans A crochet X. Mais ça, on a vu, si Pn plus K divise Q dans A crochet X, on a notamment que le contenu de Pn plus K divise le contenu de Q dans A, et Pn plus K divise Q dans K crochet X. D'accord? Le dernier, c'est évident. Si on a cette divisibilité dans A crochet X, on l'a aussi dans l'anneau plus grand K crochet X. Ça, c'était pas évident. On a déduit ça du lemme de Gauss. Mais le contenu de Pn plus K engendre le même idéal que le contenu de Pn. Donc ils sont associés. Autrement dit, si le contenu de Q est un multiple de ça, il est aussi multiple de contenu de Pn. Donc ça, c'est une divisibilité dans A. Contenu de Pn divise le contenu de Q. Et Pn divise Q. Parce que l'autre suite ici est constante. Vous voyez, Pn plus K est associé à Pn dans K crochet X. Donc si Pn plus K divise Q dans K crochet X, Pn aussi. Mais on a vu dans une proposition précédente que ça suffisait. Si vous avez des polynômes Pn et Q dans A crochet X, le contenu de l'un divise le contenu de l'autre et l'un divise l'autre dans K crochet X, alors Pn divise Q dans A crochet X. Et donc Q appartient à l'idéal engendré par Pn dans A crochet X. Et ça, c'est vrai pour tout cas. Donc on a bien démontré l'autre inclusion. Et avec ça, on a démontré le théorème que si A est factoriel, A crochet X est factoriel. Donc le corollaire, c'est ça. On peut maintenant, évidemment, on peut itérer. Et le corollaire, c'est que si A est factoriel, je peux adjoindre plusieurs indéterminés, nombre fini d'indéterminés, même infini, mais bon, ça sera aussi factoriel. Celui-là est factoriel. Et si on adjoint un nombre infini d'indéterminés, c'est factoriel aussi. Et là, je donne un exemple d'un anneau qui n'est pas noethérien, mais factoriel quand même. En particulier ici, Z crochet x1, xn et K crochet x1, xn sont factoriels. Où K est un corps. Donc c'est des anneaux dans lesquels on a une factorisation en irréductible unique. Voilà.
que vous avez des questions? Bon, merci.